Alors aujourd'hui, on va parler du Nikon FG. Un très joli appareil. Première chose, comme d'habitude, on va essayer de voir comment installer la pellicule, comme ça sera fait. Donc, suffit pour ça de lever le petit levier qui est ici. Enfin voilà. Il faut relever du coup ce truc là et le tirer en l'air un coup. Et après, ça ouvre du coup le boîtier. Et après, il faut du coup installer la pellicule avec toujours cette même forme de L vers le bas. Donc pas comme ça, mais bien comme ça. Donc on peut la mettre dedans et après il faudra essayer en fait de redescendre du coup. Tout en tournant, des fois ça peut aider un peu le truc ici. Et après on peut du coup tirer la pellicule un petit peu. Et après on va l'installer à l'intérieur. Sur la droite ici du truc. Enfin je sais pas trop comment expliquer, mais on la met à l'intérieur ici. Et après, on peut prendre une photo et essayer, voilà, de faire déjà un premier tour. Moi j'aime bien, comme ça on est sûr que c'est bien mis. Et du coup que les trous soient dans les dents, enfin les dents soient dans les trous plutôt. Et ensuite on peut refermer une fois que c'est bien à plat. Et une fois qu'on a fermé, ne plus jamais ouvrir du coup, sinon on risque de perdre nos photos. Et puis régler les ISO par rapport à ce qui est sur le film. Donc là c'est un film de 200 ISO, donc on va régler ici. On va mettre sur 200. Et du coup il faut lever. Et du coup mettre le petit truc rouge en face de 200, le petit point rouge ici. Je sais pas si ça se voit bien. Et du coup là on est bon. On est sur 200. Et puis bien sûr contrôler aussi qu'on est sur 0. Donc ici il y a la compensation d'exposition. Et on peut du coup tourner si on appuie sur le petit bouton ici et puis changer la compensation d'exposition. Et du coup il faut être à 0. Comme ça on est sûr qu'on est bon. Et puis dans la petite fenêtre là on voit qu'on est sur S. Donc il faut encore prendre une ou deux photos. Et avancer le film à chaque fois. Et ici on arrive sur la 1. Du coup ça veut dire qu'on l'a fait juste. Et d'ailleurs quand vous faites ça, quand vous avancez le film, vous devez bien voir que ici la partie à gauche elle tourne. Ça veut dire que le film a bien été mis. Si ça tourne pas, en tout cas à partir de la 2-3e photo que vous tournez, si ça tourne pas c'est qu'il y a vraiment un problème. Et puis voilà. Du coup ça c'est fait. Et maintenant on peut juste parler un petit peu du coup de tous les boutons qu'il y a sur l'appareil photo. Donc pour commencer c'est tout simple, il y a la petite roue ici. Donc là c'est soit on choisit nos vitesses et notre exposition aussi du coup, avec l'ouverture directement sur l'objectif. Et du coup ça serait en mode manuel. Il y a aussi le mode B qu'on voit ici. Donc ça veut dire c'est bulbe, donc tant qu'on reste appuyé dessus, ça prend une photo. Et quand on lâche, donc c'est pour faire des pauses longues qui durent peut-être plusieurs dizaines de secondes, ou voilà ce genre de choses. Si vous voulez faire ça, si les pauses longues c'est vraiment quelque chose que vous voulez tenter, je vous conseille d'acheter un petit câble qui permettra en fait de pouvoir venir se visser ici dedans. Par exemple pour prendre une pause longue de plusieurs secondes, si on ne veut pas rester à côté le doigt appuyé dessus et qu'on veut aussi éviter les tremblements, on peut comme ça utiliser un câble pour vous bloquer du coup. Et puis du coup rester comme ça jusqu'à ce que le temps soit, voilà, tac. Mais les pauses longues c'est quelque chose d'un peu spécial et si vous voulez absolument en faire, je vous conseille d'aller regarder ce que c'est la Reciprocity Failure. Je pense que je ferai une vidéo à un moment donné pour parler des pauses longues sur la chaîne. Donc il y a le mode bulbe, voilà. M90. M90 c'est si jamais surtout l'appareil n'a plus de batterie. Normalement il ne peut plus prendre de photos s'il n'a plus de batterie. Mais là ils ont fait quand même un mode qui prend quand même des photos, donc il faudra faire l'exposition manuellement, il faudra choisir soi-même ses ouvertures, et la vitesse elle est bloquée à 90. Et du coup ça veut dire que là il prend des photos à 1/10 de seconde, même s'il n'y a plus de batterie, donc ça peut des fois dépanner quoi. Mais à ce moment-là il faut avoir un light meter, peut-être avec une application sur le téléphone, ça peut un petit peu fonctionner, même si c'est pas très très précis, ou sinon avoir directement un light meter donc à côté quoi. Et puis après, surtout les deux modes qui vont être le plus utiles, ça va être le mode A, qui est le mode priorité ouverture. Et du coup, vous choisissez l'ouverture que vous avez envie d'utiliser sur le boîtier. Enfin, sur l'objectif directement ici. Vous pouvez tourner, donc là je serai à 22, là je serai à 4 ou à 1,8, voilà. Et du coup,
si vous appuyez légèrement, à l'intérieur, je vais vous mettre une photo d'ailleurs, il va y avoir une petite échelle de vitesse sur la droite et les LED, il y aura une LED rouge qui sera allumée pour montrer la vitesse qui a été choisie par l'appareil pour prendre la photo en mode ouverture. Du coup c'est toujours pareil, vous choisissez une ouverture et l'appareil va définir la vitesse. Et sinon vous pouvez vous mettre carrément en mode P, qui est un mode entièrement automatique. Et pour naviguer entre les différents modes A, P, il est bloqué en fait là, et du coup pour le débloquer il faut juste appuyer sur le bouton et après tourner. C'est pour éviter voilà, de sortir du mode sans faire exprès. Et du coup pour le mode P, il faut amener donc votre ouverture à 22. Enfin, il faut fermer le plus possible, et puis comme ça l'appareil pourra lui-même choisir l'ouverture et la vitesse. Là on voit que même si on est à 22, quand je prends ma photo, il se ferme pas entièrement. En mode P, vous avez vraiment rien de plus à faire que choisir votre cadrage. C'est vraiment un mode entièrement automatique. Et puis, il y a aussi du coup un petit levier ici qui est... en gros, il y a du bruit qui peut être fait par l'appareil. Donc ça sert en fait, si vous vous mettez en mode ouverture ou en mode P, en fait, il va vous dire, dès le moment par exemple où il y a une erreur, donc soit que il y a trop de lumière et puis qu'il n'arrive pas du coup à prendre une vitesse plus rapide, il va se mettre à biper, ou à l'inverse, s'il y a une vitesse qui est trop lente, si vous regardez de nouveau dans le viseur, il y a une partie des chiffres qui sont en rouge, et ça du coup c'est les chiffres à partir desquels on risque d'avoir un flou lorsqu'on prend la photo, et du coup si on se situe soit sous-exposé, soit surexposé, soit dans les chiffres rouges, l'appareil va biper. Là par exemple, ça serait clairement, comme on est à 22, il fait trop sombre, voilà. Après si je me mets là, il serait d'accord de prendre la photo sans biper, tu vois. Et du coup on peut activer ou désactiver justement cette alarme sonore, avec le levier comme ça. Et là, il n'y a plus d'alarme. Donc voilà, il faut quand même faire attention, si vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous faites, mettez l'alarme, comme ça vous êtes sûr de ne pas faire des bêtises. Puis les autres boutons, donc ici devant on a, ça c'est juste une sorte de petit grip pour la main, donc on peut l'enlever, mais en vrai c'est plus agréable de l'avoir, on arrive à avoir une meilleure prise je trouve. Et puis ça c'est le self timer, donc voilà, c'est bon, j'ai déjà chargé. Si vous voulez poser votre appareil sur un trépied et prendre une photo de vous-même avec des amis, eh ben, c'est souvent agréable quand même de l'avoir, et du coup simplement il faut remonter le levier comme ça, et après appuyer sur le bouton, et du coup il va y avoir un petit temps durant lequel vous aurez le temps de courir vous mettre à la place. Et tac, là ça a pris la photo. Et ça continue encore juste de faire ça. Et puis il n'y a pas de bruit spécifique, il n'y a pas de bip qui retentit. Mais voilà, vous savez que vous avez quelques secondes pour aller à la place, quoi. Ensuite devant il y a encore deux autres boutons. Le premier c'est celui-là qui est sur la droite de l'objectif, c'est pour l'enlever. Donc simplement pour changer l'objectif il faut appuyer là et dévisser. Après vous pouvez l'enlever comme ça. Faut pas toucher le miroir ici, hein. Faut essayer de pas trop non plus à faire tomber du sable là-dedans, enfin voilà, c'est normal. Et du coup pour l'objectif pareil, il faut le mettre et après tourner et on est bon. Et puis voilà, vous verrez de toute façon si vous essayez de le mettre autrement c'est pas possible, donc c'est en gros les chiffres sont plus ou moins vers la droite. Et après vous tournez un peu, vous trouvez pour que ça rentre, et puis vous pouvez juste pousser et ça va dedans. Et il y a un dernier bouton, c'est celui-là qui est là. Ça permet en fait de surexposer l'image. Donc c'est utile typiquement dans des scènes où on a un contre-jour, où on a du coup beaucoup de lumière derrière notre sujet. Et là, si on appuie en fait sur ce bouton, ça va surexposer l'image de 1 ou 2 stops, je sais plus exactement. Mais c'est très bien de le faire dans ces moments-là. D'ailleurs, je vais vous mettre aussi une image du manuel d'utilisation qui montre justement un moment où c'est utile de le faire, et puis ça montre un peu les différences du coup. Et du coup, ça c'est bien de le faire à chaque fois qu'il y a un contre-jour ou qu'il y a vraiment une lumière forte dans l'image. Ça peut être utile de faire ça.
C'est toujours mieux si jamais vous n'êtes pas sûr de surexposer légèrement le film plutôt que de le sous-exposer. Donc vraiment dans ces moments-là, faut pas hésiter à le faire. Et puis là en dessous, il y a du coup ça c'est le compartiment pour les piles. Ça et ça c'est pour mettre un moteur en fait pour avancer le film automatiquement, mais pour le trouver aujourd'hui c'est un peu compliqué. Et ça c'est pour mettre sur un trépied. Donc en général on vient mettre ici dedans une petite plaque, et à cette plaque là on l'attache à un trépied directement. Et il y a le dernier bouton qui est ici, donc ça c'est quand vous avez fini de faire vos photos. Quand vous prenez vos photos, ça va augmenter du coup les chiffres dans le compteur, et dès que vous arrivez du coup, souvent c'est 36 expositions aujourd'hui. Les films qu'on trouve sur le marché, ça peut être 24 aussi, enfin bref. Quand vous arrivez et que vous avez pris votre dernière photo, il faut venir appuyer sur le bouton ici en dessous. Et puis après vous pouvez commencer à revenir avec le film en arrière. Donc il suffit de lever la petite manivelle ici et de tourner. Et il y a un moment où vous allez entendre que ça... Il y a un petit bruit qui va se faire et il va y avoir moins de résistance. Tac, pour moi c'était là. Et du coup en général vous allez tourner encore un petit coup histoire d'être sûr que le film est bien rembobiné en entier. Et puis après vous pouvez ouvrir et sortir votre film. Moi je ne l'ai pas remonté entièrement, comme ça la languette reste dehors pour pouvoir montrer comment mettre un film. Et puis ici derrière il y a une petite plaque. Et ça en fait ça sert pour mettre le carton du film. C'est-à-dire normalement si vous shootez peu ou que vous mettez l'appareil de côté, des fois c'est un petit peu long de faire ces 36 expositions. Ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Et au bout d'un moment vous allez peut-être oublier quel film il y a dedans. Vous savez même plus si c'est du noir et blanc, si c'est de la couleur. Et du coup voilà, si vous avez mis à l'intérieur ici le papier du film, vous pourrez vous rappeler exactement de qu'est-ce que vous avez. Et du coup, à la combienième photo vous en êtes. Donc c'est plutôt utile. Et puis en gros c'est tout. Il y a encore 2-3 petites choses peut-être sur l'objectif qui sont toujours intéressantes à savoir. Il y a plein de couleurs en fait là comme on peut voir sur le film. Alors, en gros toutes ces petites couleurs qu'on voit là, les petits traits qui sont sur le bord, ça correspond en fait à une aide pour avoir une profondeur de champ lorsqu'on prend ces photos. Je m'explique. Par exemple, on voit que en jaune, le 11 il est marqué en jaune, le 16 est marqué en bleu et le 22 est marqué en espace de orange. Et du coup, on sait par exemple que si on se met à F11, tout ce qui est compris entre les deux traits jaunes sera net. Donc ce qu'on peut faire par exemple, ce que j'aime bien faire moi, c'est si on veut que tout soit net de l'infini jusque le maximum devant, on peut poser l'infini, qui normalement du coup là serait... là je ferai le focus à l'infini, mais ce que je peux faire c'est mettre l'infini sur le trait jaune. Et maintenant je sais que depuis là, donc depuis l'infini jusqu'à l'autre trait jaune jusqu'à environ 4 mètres, tout sera net. Et si on se met à 22, on peut même faire ça, mettre du coup l'infini sur le trait orange, et on sait que de l'infini jusqu'à 2 mètres, tout sera net. Et ça peut du coup aider des fois pour essayer de maximiser le nombre de choses qu'on peut mettre dans notre image qui sera nette. Parce que juste faire le focus à l'infini, effectivement, on va être net de l'infini jusqu'à 3 mètres, mais on peut aussi agrandir vraiment cet espace. Donc voilà, c'est à ça que servent ces petits traits jaunes, enfin ces petits traits de couleur qu'on voit partout. Et il y a une dernière chose sur l'objectif, c'est un point rouge. Et ça c'est assez spécifique, mais c'est si vous faites de la photo en infrarouge. Donc il y a des films spéciaux qui arrivent à capturer la lumière infrarouge, ça donne vraiment des choses assez particulières. Mais la différence c'est que la lumière infrarouge, elle ne va pas se faire focuser au même endroit que la lumière visible. Et du coup, il faut toujours changer légèrement le focus. C'est-à-dire qu'on peut faire son focus, par exemple, si on fait son image, on fait le focus environ à 5 mètres. Et en fait, on le fait à 5 mètres pour la lumière visible, mais si on veut qu'il soit à 5 mètres pour l'infrarouge, il faut du coup déplacer le 5 pour qu'il soit en dessus du point rouge. Ou par exemple, si on fait une photo à l'infini, il faudra déplacer pour que l'infini soit sur le point rouge. Mais c'est très spécifique et il y a peu de chances quand même que... Enfin, vous pourrez toujours essayer, hein. Moi je vais essayer à un moment donné, je pense, de faire de la photo infrarouge. Alors voilà. Je partagerai mes résultats peut-être sur la chaîne, on verra. Et puis avec ça, je crois que tout a été montré pour les utilisations basiques de l'appareil.
J'ai juste oublié de parler d'une aide à la mise au point qu'on a, parce que la mise au point se fait manuellement, mais pour nous permettre de faire une mise au point plus précise, ils ont fabriqué deux choses à l'intérieur du viseur. Donc là, il faut regarder le numéro 1 et le numéro 2 sur l'image que vous avez sous les yeux. Et du coup, le numéro 1, il y a une sorte de cercle qui est coupé en deux. Et ce qui se passe, en fait, c'est que ce cercle, il va casser les lignes droites. Je vais vous montrer une photo. Donc sur cette image, on voit que la main de la poupée n'est pas au point, parce qu'on voit justement que sa main, elle est coupée par cette espèce de ligne droite. Et si on fait le focus correctement, la ligne va être continue. Et du coup, on sait qu'on a fait un focus qui est juste sur la main. Et il y a aussi une deuxième chose, du coup, comme je disais sur la première image, l'autre chiffre. Donc là, cette espèce d'anneau qu'on a en numéro 2, et ben en fait, il va accentuer les choses quand elles ne sont pas au point. C'est-à-dire que si on reprend nos images de poupées, vous allez voir que lorsque ce n'est pas au point, c'est très granuleux à l'intérieur de ce cercle. Mais lorsqu'on a fait la mise au point correctement, ça devient très net. Donc vraiment, en s'aidant de ces deux choses qu'on a à l'intérieur du viseur, on peut s'assurer de faire une mise au point le plus précis possible. Et c'est vraiment, vraiment très utile. Moi, j'utilise tout le temps le numéro 1, donc cette espèce de cercle coupé. Et c'est avec ça que je fais quasiment tous mes focus. Et après, si vous voulez un petit peu en apprendre plus sur la technique photographique, il y a 3 paramètres en gros. C'est les ISO, la vitesse et l'ouverture. Et du coup, que ce soit en photo numérique ou en photo argentique, c'est la même chose pour la vitesse et pour l'ouverture. Mais ce qui change, ça va être les ISO. En gros, les ISO pour nous, c'est uniquement le film. C'est-à-dire qu'on achète un film qui est plus ou moins sensible à la lumière. Donc ça peut être un film 200, un film 400, 800 ou 100, etc. Et une fois qu'on a choisi notre film et qu'on l'a mis dedans, on met les ISO. Et après, on ne peut plus y toucher. On ne pourra pas, en milieu de rouleau, changer les ISO parce qu'on n'a pas assez de lumière. Voilà. On est bloqué avec ce qu'on a comme ISO. Et ça, c'est ce qui change par rapport à la photo numérique. Parce qu'en photo numérique, on peut faire chaque photo avec un paramètre d'ISO différent. Voilà, là on peut pas. Donc on va choisir un film selon ce qu'on veut faire aussi. Si on veut shooter en pleine journée et avoir un grain très fin, on va choisir plutôt un film en général à 100 ISO. Si on veut pouvoir shooter un peu plus le soir ou en intérieur, on va choisir un truc entre 400 et 800 ISO. Et si on veut vraiment faire de la photo de nuit ou de la photo sportive où on doit avoir des vitesses rapides, eh ben on va peut-être choisir des films aussi rapides, donc pareil 800, 1600 ISO. Et après ça dépend aussi bien sûr du look que vous voulez avoir. Si vous voulez avoir un très grand grain sur votre image, vous allez prendre un film en général qui est plus élevé en ISO. Et puis voilà. Mais une fois que vous avez fait ça, les ISO sont faits. Et du coup, les seules choses que vous pouvez encore changer sont du coup l'ouverture et la vitesse. Et du coup, il y a plein de vidéos sur YouTube qui vont vous parler de ça. Donc vous pouvez regarder tout ce qui parle de triangle d'exposition. Vous trouverez plein de vidéos là-dessus. Et du coup, tout ce qui se dit sur vitesse et ouverture, que ce soit en numérique ou en argentique, c'est pareil. Donc vous pouvez aller regarder vraiment plein de vidéos. Mais en quelques mots, l'ouverture va définir la profondeur de champ. Donc là, comme on a vu avec les chiffres avant, si on est à 22, en fait, il y aura plus de choses qui seront nettes que si on est à 1,8, où là, en fait, la profondeur de champ sera vraiment minime. Donc la profondeur de champ, c'est est-ce que ce qui est avant et après l'endroit où j'ai fait mon focus est flou ou est-ce que c'est net. Et la profondeur de champ, elle est influencée par l'ouverture et la longueur focale. Donc plus vous avez une grande longueur focale et une grande ouverture, plus vous aurez de flou. Si vous voulez faire beaucoup de flou dans une image, typiquement il va falloir prendre un objectif qui sera assez grand en millimètres. Donc ça veut dire par exemple là le 50, ça peut déjà faire un peu l'affaire. Et vous allez prendre une grande ouverture, donc 1,8, c'est très bien. Puis vous allez du coup essayer d'éloigner aussi votre sujet du fond, parce que plus le fond est loin, plus il sera flou aussi. Et c'est comme ça que vous pouvez maximiser le flou d'arrière-plan. Ce qui est des fois, ce qu'on appelle le bokeh, et voilà. Et inversement, si vous voulez faire des photos de paysage, ou vous voulez avoir tout qui soit net, vous allez fermer du coup votre diaphragme le plus possible. Et du coup, en général, on va utiliser un trépied aussi, parce que comme le diaphragme est fermé, il y a moins de lumière qui rentre. Et du coup, généralement, les temps de pause sont un peu plus longs, d'où l'utilisation du trépied. Et après, pour les vitesses, alors si vous voulez choisir des vitesses spécifiques, ce que vous pouvez faire aussi, c'est regarder à travers le viseur et changer l'ouverture jusqu'à ce que
la LED arrive sur la vitesse que vous voulez. C'est une possibilité. Ou bien vous pouvez aller entièrement manuellement, mais il faut du coup être sûr de votre mesure de lumière. Et vous pouvez choisir du coup, par exemple, un 30e, un 15e, et vous choisissez vous-même l'ouverture. Et là, c'est entièrement manuel. Et du coup, la vitesse, en quelques mots, plus on descend dans une vitesse qui est lente, donc par exemple de 1 à 60, ça va être des vitesses qui sont un peu lentes. Donc 1, ça va être 1 seconde, 2, une demi-seconde, 8, 1 huitième de seconde, 60, 1 soixantième, donc là on est déjà beaucoup plus rapide. Et après 1000, ça va être 1 millième de seconde, donc ça va être très très rapide. Donc c'est ça déjà que veulent dire ces chiffres. Et puis, du coup, le 60 est en rouge, et ce qui est en dessous maintenant, c'est des vitesses qui sont très lentes et qui en général l'appareil va du coup biper, parce qu'il y a un risque du coup de faire une photo qui est entièrement floue. C'est-à-dire que le tremblement de vos mains, même s'il est léger, si vous prenez une photo qui est très lente, ce tremblement il va s'imprimer sur le film et du coup votre image entière sera floue. Donc en général, si on veut travailler avec des vitesses qui sont lentes, pour créer du flou, un flou artistique, on va travailler en général avec un trépied. Sauf si on veut faire un filet, où là on va mettre une vitesse, moi en général les filets je les fais entre 15 et 30, je descends pas plus bas. Et du coup on va suivre avec notre viseur, par exemple un vélo. Je peux vous montrer la photo que j'avais fait avec un filet en vélo. Et là pour cette photo j'ai suivi, j'ai mis le vélo au milieu de mon image, j'ai suivi son mouvement et j'ai pris la photo. Et du coup le fond est un peu étiré. Et voilà. Et inversement, du coup si on va dans des vitesses qui sont plus rapides, on va plutôt figer le mouvement. Et puis voilà, vous pouvez faire plein de choses un peu plus sportives avec, des gens qui sautent, ou bien enfin n'importe quoi après, voilà. Donc il y a vraiment, vitesse, c'est ce côté de figer ou de créer du flou. Et l'ouverture, ça va être la profondeur de champ. Est-ce qu'il y a du flou derrière mon image? Est-ce qu'il y a une grande profondeur de champ où toutes les choses sont nettes? Voilà. Et après, bien sûr, comme je vous ai dit, il y a plein de vidéos qui en parlent sur internet. Et vous pouvez vraiment trouver des très bonnes explications. Et puis, moi, je pense que je vais bientôt faire une vidéo du coup sur ce sujet-là, sur la chaîne. Donc, vous pouvez regarder si elle est sortie déjà sur la chaîne ou pas. Et puis, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter en commentaire. Et puis, bien entendu, comme d'habitude, le premier lien dans la description, c'est le manuel d'utilisation. Et vous pouvez trouver aussi du coup toutes les informations sur l'appareil là-dedans. Et puis voilà. Alors, au plaisir, prenez des belles photos et amusez-vous, quoi.